Bonjour, bienvenue à cette conférence. Je vais m'efforcer en fait durant ces 30 minutes de désacraliser un peu les étapes du management de l'énergie ou de la décarbonation, des premières étapes de la décarbonation, pour que ça soit complètement accessible. Une petite présentation rapide en fait de la structure que je représente, qui ne marche plus. Hop là. Merci. On est une structure associative. Horace en fait accompagne les entreprises dans leur transition énergétique et leur décarbonation. Donc on a pour vocation d'accompagner ces entreprises industrielles, un petit peu de grand tertiaire, mais on a également tout un écosystème qui compose en fait nos adhérents et qui permet justement d'avoir une réponse globale sur la décarbonation avec des appuis, des aides, etc. Une petite équipe présente. Pour nous symboliser, en fait, Horace, c'est un centre de ressources techniques qui permet de répondre à des missions de service public, mais également de développer des réseaux d'entreprises, réseaux de partenaires, réseaux de collectivités, qui œuvrent tous dans la même action et le même sens, en fait, vers le besoin et la transition énergétique et la décarbonation. On est aussi en capacité d'accompagner sur mesure en fonction des besoins et des capacités des entreprises, via un réseau d'experts, via nos propres compétences, pour pouvoir répondre à des problématiques ou à des sujets divers et variés, toujours autour de la transition. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler management de l'énergie. Alors, je mets toujours 4 étages à la fusée, avec des étages qui sont plus ou moins importants. Le premier étage, en fait, sans motivation, sans ambition, vous décollerez jamais. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne s'amorce pas. Donc ça veut dire que c'est les premières étapes qu'il faudra viser. Le deuxième étage de cette fusée, en fait, c'est la méthode. Une méthodologie permet justement de se structurer, de s'organiser pour que ça soit le plus opérationnel possible sur le long terme. Troisième étage, des connaissances et des outils indispensables. Si vous voulez que les actions deviennent durables, si vous voulez que l'engagement de la structure puisse être durable, il faut capitaliser de la connaissance et de la compétence. En capitalisant, vous créez de l'autonomie dans l'entreprise et c'est plus facile derrière pour piloter et développer. Et puis, dernier étage, du temps. Du temps, du temps. Plus vous mettez de temps, plus vous avez de résultats, automatiquement. On va détailler tout ça. Je fais un petit zoom rapide sur les outils et la méthode. Souvent, on pense que parce qu'on a fait un diagnostic énergétique, en fait, on a la solution de management de l'énergie. Le diagnostic, c'est un très très bon outil. C'est un outil performant, développé et déployé par des experts, ce qui en fait un outil très performant. Mais sans méthode, en fait, l'outil n'est pas fonctionnel. Donc on s'est rendu compte, nous en rencontrant les entreprises, qu'il y avait beaucoup de diagnostics qui restaient sur les bureaux ou dans les armoires par manque de connaissances ou de capacité d'exploitation. Et donc je dirais que les ingrédients sont assez légers, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez un peu de méthodologie autour de l'outil et il prend une toute autre envergure. Donc bien dissocier ces deux éléments, outils et méthode, c'est deux éléments bien distincts qu'il faut bien observer. Alors dans les outils, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez avoir des dashboards, des logiciels, etc. Mais la méthodologie permet le pilotage. On va découper tout ça. Alors je fais une échelle entre 0 et ISO 50001. En déployant l'ISO 50001, on pense qu'on est quand même sur un niveau de performance important, et c'est le cas. Mais bien en amont de l'ISO 50001, il y a des capacités de décarbonation, des capacités de maîtrise de l'énergie qui sont assez conséquentes. On va découper tout ça. L'idée, c'est de passer d'un mode économie d'énergie, projet d'entreprise, à un processus intégré dans l'entreprise. On sait aujourd'hui que la maîtrise de l'énergie, en tout cas le coût énergétique, en fait un élément stratégique de l'existence d'une entreprise. Donc, de ce fait, il faut être en vigilance pour le piloter. Il faut le cadrer, il faut avoir des techniques et des méthodologies d'achat autour de l'achat d'énergie, mais aussi autour de l'usage de l'énergie. Première étape, je vous ai dit qu'il faut aller chercher de la légitimité au projet. Pour chercher de la légitimité au projet, on va parler de politique énergétique, on va parler de cap de l'entreprise sur l'énergie, on va parler d'organisation énergie. Donc pour ce faire, on a besoin d'une équipe énergie, on a besoin d'une ressource, on a besoin d'un interlocuteur qui permettent de porter le projet. On appelle ça un référent énergie. On peut appeler ça un référent carbone également quand ça traite de la décarbonation à 100%. Mais en gros, il faut un pilote projet. Alors, quand on dit un pilote projet, c'est-à-dire que s'il est tout seul, il devra gérer tout ça. Ce qui est plutôt compliqué pour une seule personne de pratiquer l'animation, générer des actions de maîtrise de l'énergie et gérer, piloter en fait le flux de consommation.
Donc ça veut dire que si c'est porté par plusieurs entités dans la même entreprise, vous touchez beaucoup plus de strates dans l'entreprise et de ce fait, vous allez chercher des compétences techniques, des gestionnaires, de la pédagogie, de l'animation au travers de différentes personnes, et ce qui permet d'avoir un supportage de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas un portage projet qui est décuplé face à plusieurs personnes. Donc, pensez plutôt équipe énergie. Une équipe énergie, ça commence à 2, c'est pas mal, c'est mieux que 1, mais plus vous l'étoffez, plus c'est facile de la porter et de la déployer dans l'entreprise. À côté de ça, une fois que vous avez cette équipe énergie, ou même en amont de l'équipe énergie, on invite les entreprises à créer cette politique énergétique. En gros, c'est l'ambition, le cap de l'entreprise, et ce pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend des objectifs, ça dépend des engagements de la structure, ça dépend des obligations, peut-être quand elle fait partie d'un groupe. Mais ça, c'est indispensable, parce que ça, c'est l'élément qui permet de légitimer une équipe, un projet dans l'entreprise. Sans affichage en fait, de ce cap de l'entreprise, vous ne pouvez pas embarquer l'ensemble de l'entreprise. Sinon, ça sera le projet d'une personne. C'est-à-dire que si vous enlevez ça, eh ben, en gros, c'est le projet du référent énergie. Ce n'est plus le projet de l'entreprise. Alors que si l'entreprise légitime l'intérêt et le développement de ce projet-là, on donne légitimité à une équipe et plusieurs personnes. Donc, 2 éléments qui ne prennent, on va dire, presque pas de temps, qui n'engagent pas sur des objectifs conséquents, mais qui invitent à prendre un cap. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un élément de communication qui permet de dire à l'ensemble des salariés, voilà le cap de l'entreprise pour les années à venir. On n'invite pas spécialement à mettre des pourcentages d'économie d'énergie, sinon ça oblige à réécrire la politique énergétique tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, suivant les objectifs atteints. Restez plutôt sur un affichage, une information de cap de l'entreprise. Premier élément de communication, indispensable. Deuxième élément de communication, il y a une équipe en place, des conseils qui peuvent émaner de cette équipe vers les salariés, qui peuvent aussi recevoir des informations et des conseils des utilisateurs des process, ce qui fait qu'il peut y avoir un autre niveau de communication qui peuvent se mettre en place. Important, c'est le premier étage de la fusée, mais sans cet étage-là, en fait, vous ne décollerez jamais. Ça ne marchera pas. Ou en tout cas, ça sera extrêmement éphémère, et donc ça ne marchera pas. Deuxième élément indispensable, pour faire simple, c'est déjà de comprendre en fait ce qui entoure l'entreprise et ce qui va l'influencer. Mais aussi, l'élément indispensable, c'est de savoir en fait d'où vous partez et où vous voulez aller. Donc, c'est connaître ses consommations. Et ensuite, vous allez définir un plan d'action en fonction de ce que vous consommez, pas en fonction de ce que vous ambitionnez ou en fonction des influences commerciales que vous allez rencontrer. Donc, élément important, quelle réglementation appliquer à mon entreprise? Est-ce que je fais partie de la loi DADU? Est-ce que j'ai le décret tertiaire qui s'applique à mes locaux? Est-ce que j'ai la loi de mobilité également qui s'y applique? Est-ce que je suis sur une accélération de la solarisation en fonction de la taille de mon parking, les toitures, les bâtiments? Tout ça, c'est hyper important et c'est une mesure qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait un calque réglementaire quand on commence pour savoir en fait qu'est-ce qui va nous influencer. Et du coup, ça va nous permettre de prioriser. Parce que c'est vrai que si mon entreprise est soumise au décret tertiaire, ben en gros, à 2030, il faut que j'ai fait 40% d'économie d'énergie. À 2040, il faudra que j'en ai fait 50%. Donc de ce fait, il va peut-être falloir que je m'inquiète fortement de l'usage de mon bâtiment ou de l'état de mon bâtiment parce qu'en fait, j'ai des obligations qui vont tomber. Alors, qui dit obligation, dit peut-être aussi effet néfaste punitive, en tout cas, d'amende et autres. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas l'information. Pareil pour la solarisation. Est-ce que j'entre dans une démarche d'autoconsommation potentielle? Est-ce que mon bâtiment le permet? Tout ça, c'est intéressant de se poser ces questions-là au départ parce que ça va permettre de structurer la démarche. Parce que s'il y a des gros travaux, s'il y a des grands engagements de maîtrise de l'énergie à prévoir, il faut en voir la rentabilité et les retours sur investissement à court terme. Donc, jouer avec la réglementation, c'est aussi regarder sa capacité à rentabiliser son action. Dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a des éléments de réglementation qui se mettent en place, très souvent, vous avez des aides qui les accompagnent au départ. Mais ces aides, en fait, diminuent progressivement, ce qui fait que plus vous retardez l'engagement face à la réglementation, moins vous aurez de potentiel d'aide. Donc, toujours en vigilance entre les nouvelles réglementations qui arrivent et les aides potentielles qui se mettent en parallèle.
une fois qu'on a fait ce tour d'horizon de la réglementation, ben on va se poser la question de savoir qui on est énergétiquement. C'est quoi le profil énergétique de mon entreprise? Ben, en gros, c'est assez simple. C'est de dire que j'ai besoin d'énergie pour fonctionner, mais j'en gaspille certainement, mais je ne sais pas exactement combien pour l'instant, mais j'en gaspille, c'est sûr. Donc, je vais déjà m'identifier. M'identifier, c'est de dire je prends le tout. Dedans, il y a la consommation légitime et il y a de la consommation perdue. Bon, ok. Si je suis dans une démarche d'efficacité énergétique, je vais aller chercher en fait de me rapprocher le plus possible de ce dont j'ai besoin pour produire, avec toujours un minimum de perte. On ne pourra pas éliminer 100% de la perte, puisque juste avec un critère de maintenance, en fait, on sait qu'on a une dérive des consommations par rapport à l'usage des matériels, le vieillissement du matériel, etc. Donc c'est important déjà de s'identifier. Et on va s'identifier le plus souvent possible pour savoir si on progresse vers un objectif. Alors je vous avouerai que le saut entre ces deux états-là, il peut être parfois, quand on démarre de rien, de 10 à 15%. C'est énorme. Alors je dirais que ce n'est pas à chaque fois, malheureusement, mais ça existe en tout cas. Ça existe en changeant quelques paramètres d'usage, d'utilité, de manière de produire, etc., sans influence sur la production. Mais en fait, vous allez transformer votre modèle et vous allez vous rapprocher d'un usage rationnel de l'énergie. Plus vous allez viser des objectifs forts, plus vous allez viser de réduire en fait, le besoin utile de base. Vous allez essayer de le réduire. Alors, les sauts qui se passent ici sont beaucoup plus faibles. Ils sont liés à des investissements. Et ces investissements, s'ils sont réfléchis, en fait, ils sont à valeur rentable très rapide. En tout cas, il y en a quand même pas mal. Donc, toujours s'interroger d'où on part, où est-ce qu'on veut aller. Pour savoir ça, pour faire ça, en fait, pour tracer sa feuille de route énergétique, il va falloir en fait qu'on fasse un truc assez simple, c'est qu'on fasse de la comptabilité énergétique, qu'on compte ce qu'on consomme. Si on compte ce qu'on consomme, bah on observe l'amélioration. Et à chaque fois que je vais agir, bah je vais voir les deltas s'afficher sur ma consommation. Et de ce fait, je vais valoriser mes actions, je vais leur donner du sens et je vais leur donner de la valeur. Sinon, ça ne vaut pas le coup. On a eu pléthore, nous, d'actions ou de rencontres d'entreprises où l'entreprise nous disait bah, j'ai investi sur de l'éclairage LED sur tout mon atelier. Super intéressant. Par défaut, c'est économique. On sait que ça consomme moins que des néons. Mais sauf que quand on a regardé son modèle de consommation, on s'est aperçu qu'en fait, que l'éclairage, c'était 5% de sa facture. Alors qu'à côté de ça, en fait, l'air comprimé, c'était plutôt pas loin de 20%. Donc c'est-à-dire que l'action première, parce qu'il a dépensé plus de 50 000 € dans l'éclairage de son atelier, en fait, il aura mis une partie des 50 000 sur son compresseur, il aura gagné beaucoup plus. Mais dans la précipitation de l'action sans la mesure, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc jusqu'ici, et ça peut durer jusqu'à 1 an, c'est-à-dire que faire une comptabilité énergétique sans agir, c'est un peu frustrant. Mais en fait, ça vous permet en fait, de voir qui vous êtes, comment vous consommez, comment vous vous comportez à l'usage de l'énergie. Et après, vous allez découvrir par vous-même des actions potentielles, efficaces et très rapides. Mais si vous ne comptez pas, vous allez agir au coup par coup. Mais malheureusement, les coups par coup, en fait, ça n'amène pas spécialement de résultats positifs. Alors, il économise de l'énergie avec son éclairage, mais il ne peut plus investir sur son air comprimé. Dommage. Donc, toujours réfléchir en amont. Donc, si on connaît son profil, en tout cas, on sait qu'on consomme de l'énergie. Mais quand on consomme de l'énergie, bah, je dirais ce qui va arriver dans la structure, bah, c'est des euros, des kilowattheures et du CO2. C'est ce qui va en résulter. Si on pose la question à 95% des entreprises, quand on leur demande ce qu'elles consomment, elles nous parlent en euros. Une consommation, c'est des kilowattheures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un usage de quantité d'énergie par rapport à une production et une activité. L'euro, il est fluctuant, donc ça veut dire qu'il ne faut pas se fixer sur l'euro. Même si c'est une référence, parce qu'en fait, on considère l'énergie comme une charge économique, donc ça veut dire qu'on va déjà la considérer en euros. Mais si vous la considérez en kilowattheures, vous allez la considérer comme un élément, comme une variable de production et d'efficacité de production. Donc on n'a pas la même approche. Juste avec du vocabulaire, en fait, on change l'approche, on change l'angle de vision de cette ressource énergétique. On va en reparler plus loin quand on va parler d'indicateurs. Toujours dans ces étapes, en fait, d'identifier votre profil, bah, y a plein d'influences qui vont s'appliquer à votre profil. Ça peut être le climat, le rythme, votre bâtiment, les utilisateurs du bâtiment, votre saisonnalité de production. Tout ça, ça va avoir des influences en fait sur votre modèle de consommation et sur on va considérer ça sur l'exercice de l'activité sur 12 mois. Et sur les 12 mois, bah, vous allez avoir des variations. Vous allez avoir comme un électrocardiogramme en fait de l'entreprise. Vous allez prendre le pouls de l'entreprise par l'énergie et en fonction des influences qui vont s'y appliquer. Donc ça, c'est le premier élément. C'est une petite map à faire
et ça prend 1 heure. En 1 heure, vous savez en fait ce qui influence votre consommation. Et de cette base-là, vous allez déjà trouver des actions potentielles. Vous n'avez pas encore commencé à agir. Si vous voulez agir sur votre consommation, en fait, il y a 4 piliers incontournables et à chaque fois que vous allez appuyer sur un de ces piliers, vous allez faire des économies. Alors, sur des proportions différentes, mais à chaque fois, vous aurez un effet positif. Le fait de rénover vos structures ou vos process, c'est-à-dire que vous partez sur des nouveaux process ou des nouvelles technologies, automatiquement, elles seront plus performantes. Donc, vous allez moins consommer. Par contre, ça implique de l'investissement. Si vous traitez bien votre maintenance, c'est-à-dire que si vous êtes en vigilance et si vous avez un plan de maintenance sur vos appareils et sur vos process, automatiquement, vous allez faire perdurer le niveau de consommation et l'efficacité de consommation parce que le matériel fonctionnera toujours dans des conditions optimum. Troisième point, c'est l'organisation. Si je suis organisé, ça veut dire que on va avoir 2 organisations, une organisation purement économique et une organisation technologique. L'organisation purement économique, on sait qu'on a 2 tranches de consommation potentielle, même 4, suivant les types de contrats que vous avez, les heures pleines, les heures creuses, et été ou hiver. C'est-à-dire que vous avez 4 tarifications différentes. Si je vais chercher du fonctionnement sur des tarifications où la période est la moins coûteuse, automatiquement, je m'organise pour moins consommer. C'est-à-dire que je vais automatiser mes process, je vais limiter mes actions en fait, sur mon process et je vais piloter de manière technologique. Donc mettre une horloge, c'est pour ça l'organisation technologique, j'en parlais juste avant. Mettre une horloge, c'est une organisation technologique. Une horloge me permet de mettre en route ou d'empêcher la mise en route de mon matériel. Ça coûte, poser 150 € une horloge et ça peut rapporter énormément. Mais il faut que ça puisse s'appliquer à votre process. Donc, être vigilant sur à quel moment je peux consommer, comment je consomme. Et puis le dernier point, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de cap de l'entreprise. Plus vous êtes dans une démarche d'information globale de l'entreprise, plus vous embarquez l'ensemble des salariés. La maîtrise de l'énergie ou la transition énergétique, c'est l'entreprise qui va changer. C'est-à-dire que ça embarque aussi vos salariés. Si vous ne communiquez pas, si vous n'informez pas vos salariés, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tendre vers un cap, alors que l'ensemble des salariés en fait, sont sur un autre cap. Si vous alignez tout le monde, ça se passe toujours beaucoup mieux. D'accord ? Vous savez tout de la maîtrise de l'énergie et des types d'actions. Une fois que vous traitez ces 4 piliers, à chaque fois, c'est positif. Et en tout cas, ça vous permet une vigilance qui évitera les dérives, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à lire ces factures, c'est la base. C'est une première étape, en fait, qui est pas trop douloureuse, en fait. Il faut juste apprendre. Il y a quelques paramètres qui sont hyper intéressants dans les factures. En gros, il y en a 4-5, pas plus, sur lesquels il faut regarder à chaque fois. Et avec ces 4-5, vous avez des informations qui vont vous être données sur le gaz, sur les lecs, qui vont expliquer votre profil ou vos dérives. Après, vous pouvez affiner encore votre tranche de lecture, parce que là, on est sur une lecture mensuelle. Plus vous allez chercher un affinage de lecture, plus vous allez avoir de la data qui va être pertinente, qui va vous permettre d'identifier des dérives plus précisément. Mais, encore une fois, méfiez-vous, trop d'informations au départ, en fait, vous noie dans l'information et vous n'allez plus savoir quoi analyser. Partez des factures, c'est la base. Et ensuite, vous irez chercher plus de finesse de lecture, plus d'identification de consommation sur différents process. Alors, vous avez le choix. Moi, je vous invite à démarrer avec de l'Excel, mais vous avez des solutions logicielles aussi qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous faire remonter l'information et vous la synthétiser en graphique. Analyser un graphique, c'est toujours plus évident qu'analyser en fait une liste de chiffres. Par défaut, Excel, on va lui permettre de s'exprimer en graphique. Et dès que vous avez des graphiques, vous avez un niveau de lecture différent. Plus vous allez chercher des logiciels, ça veut dire que plus vous cherchez la récurrence d'informations et la fréquence d'informations surtout. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Ça vous oblige à avoir un autre type d'action, un autre champ d'action, mais c'est hyper intéressant aussi. On va dire que si vous êtes en début de management de l'énergie, je vous invite à commencer avec Excel. Sinon, vous aurez un peu de mal à tout gérer en même temps. Plus vous allez aller dans la finesse de lecture, plus vous allez vouloir savoir en fait ce qui consomme. Qu'est-ce qui consomme ? Où est-ce que ça consomme ? Il y a une partie en fait qui est identifiable de manière purement théorique. En gros, la consommation, c'est de la puissance par du temps. Donc ça veut dire que si vous identifiez des puissances de matériel et vous lui associez du temps d'usage, vous aurez une approche de sa consommation. Je dis bien une approche parce qu'il y a des histoires de rendement, d'échauffement, etc. qui vont faire que ça ne sera pas
la valeur réelle. Mais ce qui nous intéresse à cette étape-là, c'est d'estimer les pourcentages de consommation de manière assez grossière, même s'il y a un taux d'erreur. C'est de prioriser ce qu'ils consomment. Si vous arrivez à prioriser ce qu'ils consomment, j'en reviens à mon histoire de l'éclairage ou de l'air comprimé, ben vous arrivez à des choix techniques ou des choix d'action qui deviennent beaucoup plus pertinents. Encore une fois, la comptabilité énergétique, c'est indispensable. Si vous n'identifiez pas ce que vous consommez et comment vous consommez, vous pourrez agir tant que vous voudrez, mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Donc, toujours savoir où on va, toujours savoir ce que ça pèse. Est-ce qu'on veut vraiment avoir une vision purement économique ou une vision purement répartition énergétique? À vous de voir. Les deux sont valables. D'accord? Ça n'impliquera pas les mêmes personnes. Un DAF sera plutôt intéressé ici. Un technicien de maintenance ou un QSE sera intéressé plutôt sur la répartition ici. Pour autant, les deux sont valables. Les deux s'entendent. Donc, une fois que vous savez où vous devez agir, vous allez commencer à poser un plan d'action. Donc, en fonction des priorités, vous allez fixer de l'amélioration sur tel et tel process. Vous allez pouvoir même aller chercher des coûts, faire en gros, continuer cette feuille de route dont je vous ai parlé au départ, en identifiant ce que vous consommez et en allant sur un plan d'action sur lequel vous allez prioriser. Vous allez même pouvoir faire du chiffrage sur certains éléments sans pouvoir agir parce qu'il faudra les budgets. Mais une fois que vous aurez estimé le montant de cet investissement pour son amélioration, vous pourrez le déclencher, vous pourrez le phaser également. Parce qu'on pense fréquemment en fait que l'action doit être globale. Je dois installer, je reviens sur mon éclairage, je dois installer de l'éclairage, donc je fais 100% de l'éclairage. Non, vous pouvez phaser par atelier. Et du coup, vous phasez vos investissements et vous phasez également les retours sur investissement qui vont avec. Après, vous pouvez avoir une enveloppe globale d'investissement sur lesquels les retours sont différents, des retours très rapides, des retours plus longs, qui vont vous faire une enveloppe globale qui va s'amortir plus ou moins vite. D'accord ? À vous de voir. Mais plus vous anticipez, plus vous faites chiffrer, plus vous identifiez les coûts et des valeurs d'action, plus c'est facile d'agir derrière, plus c'est facile à programmer annuellement, en tout cas. En amont de tout ça, vous avez énormément d'actions à coût zéro, qui ne coûtent rien. C'est juste du réglage, c'est juste de... En gros, on se réinterroge sur l'usage et sur le process. Je vous donne un petit retour d'expérience. En fait, on a accompagné une entreprise qui faisait de l'eau tempérée. De l'eau tempérée, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de l'eau au-dessus de 20 degrés pour arroser des plants, parce qu'elle voulait éviter le choc thermique à l'arrosage de plants. Pourquoi pas? Si ça fait partie du process, c'est légitime. Sauf que ça mobilisait une chaudière de 750 kW gaz pour faire de l'eau à 20 degrés toute l'année. Alors, ça chauffait une partie des serres l'hiver, mais dès qu'on sortait de la période d'hiver et qu'on chauffait plus les serres, on continuait de faire fonctionner cette chaudière de 750 kW pour de l'eau à 20 degrés. Donc la question, quand on a fait le prédiag avec la structure, on lui a dit mais est-ce que c'est utile? Donc il nous a dit oui, c'est utile, on évite le choc thermique, etc. Première proposition, on fait du solaire thermique. Faire du solaire thermique pour faire de l'eau basse température, c'est hyper facile et on peut le faire toute l'année. Faire de l'eau à 20 degrés en plein hiver, c'est très facile à faire avec du solaire thermique. On part sur ce projet-là. Retour sur investissement du projet solaire thermique, 6 mois, vu le volume de consommation gaz qu'il y avait. 6 mois, hyper intéressant. Et se passe quelques mois. Je réinterroge l'entreprise pour savoir en fait, si elle a préparé son dossier, son projet, est-ce que c'est en route. Et en fait, elle me répond non, en fait, on a arrêté les chaudières. Puisqu'en fait, l'eau à 20 degrés, on faisait ça avant, mais en fait, c'est pas utile. Ils ont gagné 16 000 € pour un arrêt de chaudière. C'est là où il y a des coups de baguette magique qui font plaisir, mais en gros, ils ont réinterrogé leur process. Et en réinterrogeant le process, en fait, on se dit il y a peut-être des choses qui sont plus utiles, qui ne sont pas utiles, qui n'ont jamais été utiles. Parce que la résistance des plants, en fait, permet d'avoir de l'eau à 8 degrés à l'arrosage, et ça se fait très bien. Et juste en réinterrogeant sa manière de procéder, son approche production, des fois, en fait, on fait d'énormes économies d'énergie. Donc, c'est important de passer du temps sur l'interrogation de l'historique de l'entreprise, de pourquoi on fait comme ça. Et avec ça, vous allez voir qu'il y a des actions qui ne coûtent rien et qui rapportent beaucoup. Troisième étape, on va mettre en œuvre. Parce qu'une fois que vous avez ce plan d'action, il n'est pour autant pas mis en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, vous avez besoin, encore une fois, de sensibiliser et communiquer. Je reviens à mon étage de la fusée qui est indispensable, d'embarquer toute l'entreprise pour ça. Et vous allez vous assurer aussi que le plan d'action se met en œuvre. Vous allez aussi raisonner vos achats. Il y a toutes ces étapes-là en fait, qui vont être intéressantes, mais qu'à cette étape. Et vous voyez qu'en fait, ces deux premières étapes auparavant, ça peut prendre du temps, mais c'est de l'ancrage. C'est de l'ancrage projet, et ce qui fait que vous allez avoir des actions derrière qui vont être durables.
À partir du moment où vous avez bien identifié votre implantation d'entreprise, vos procédés associés, etc., qu'il y a un pilote ou des pilotes pour le volet management de l'énergie ou décarbonation, il se passe des choses complètement différentes. Et passer du temps sur ces 2 premières étapes, c'est indispensable. En gros, c'est les fondations de ce projet. Sans ces fondations-là, c'est un château de cartes. Ça ne tiendra pas. Donc on en arrive à la 3e. Et là, on va déjà sensibiliser. Et malheureusement, on va rentrer des obstacles un peu plus conséquents. C'est que par défaut, en fait, les humains, ils n'aiment pas changer. Peut-être plus en France, je ne sais pas. En tout cas, on n'aime pas changer. On n'aime pas le changement parce que c'est inconfortable. Sauf que quand on veut faire de la transition énergétique, quand on parle de transition, on parle de changement. Donc automatiquement, il faudra intégrer ça. Il faudra le prévoir, mais il faut l'amener d'une manière pertinente. Si vous allez directement ici en disant on doit faire de l'économie d'énergie, ça impacte l'environnement, c'est pas bien. Là, vous êtes dans le comportement. C'est-à-dire que vous jugez les gens, tout de suite, vous allez leur dire vous faites pas bien, vous devrez faire mieux. Alors que là, vous allez avoir une opposition massive et qui est naturelle, parce qu'en fait, pour certains, moi j'ai éteint la lumière quand je sors de mon bureau, lorsque j'ai suffisamment de lumière, je n'allume pas, pourquoi tu me dis ça? Donc ça veut dire que dans votre approche de sensibilisation, vous allez respecter ces étapes-là. D'abord, vous allez faire connaître la politique énergétique, le cap de l'entreprise. Ensuite, vous allez commencer à expliquer et donner des informations sur les valeurs découvertes, sur le profil de l'entreprise, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qui est déjà existant et qui marche bien. Juste de l'information. Plus vous informez, plus les gens en fait sont rassurés. Parce que ce changement-là, en fait, il est déjà amorcé et il est peut-être moins douloureux que je l'imagine. Deuxième étape, en fait, vous allez jouer sur la ligne affective et vous allez donner envie. Si vous les faites participer, l'ensemble d'une équipe qui peut participer à une transformation, une transition, automatiquement, elle sera plus positive que si vous l'obligez. Et après, vous irez sur les comportements pour vous assurer que ça perdure. Vous vous rappelez les petites étiquettes qu'on mettait au-dessus des interrupteurs, pensez à éteindre la lumière en sortant du bureau. Si vous commencez par ça, vous êtes sur le jugement. Vous informez la personne que dans son bureau, elle n'éteint pas la lumière, c'est pas bien. On a eu quelques essais de nos référents énergie sur ce volet-là. Alors, ils ont mis du temps à les poser, les petites étiquettes, mais ils ont mis du temps à les enlever aussi. Parce que, en fait, quand ça ne marche pas, en gros, vous avez la paix sociale qui vous explose au visage dans l'entreprise parce que vous êtes dans une démarche de jugement alors qu'il se passait des choses. Donc, respectez ça, c'est important. Et vous allez voir qu'en fait, les résultats, cette transition-là, en fait, elle existe, mais elle se passe plus ou moins bien. La seule variable, c'est le temps. Vous ne transformerez pas tout le monde, ça c'est certain. Mais sur cette variable de temps, pour certains, ça va plus vite que d'autres. Mais si vous voulez que cette variable s'accélère, pensez à ça à chaque fois. Alors il y a plein de manières, il y a plein de méthodes, nous on en pratique pas mal, sur le cognitif, sur l'affectif et sur les comportements. On a plein de propositions différentes à ce stade-là. Mais en amont, il faut qu'il y ait eu déjà politique énergétique, comptabilité énergétique pour déjà arriver ici. Commencez par de la sensibilisation alors que vous n'avez pas compté, ça ne sert à rien. Mesdames, Messieurs, d'ici quelques instants, une table ronde sur la thématique énergie, chaîne de valeur. Les entreprises industrielles s'engagent toujours plus loin dans la décarbonation et l'ADEME les soutient. Se déroule en espace conférence. Merci. Parfait. Autre étape, sur les modèles d'achat. Plus vous allez avoir conscience que sur la durée de vie d'un produit, c'est sa consommation qui fait sa valeur énergétique ou son poids carbone. Donc, c'est-à-dire que vous allez raisonner sur sa performance. Donc, vous allez raisonner vos achats différemment. Alors, on a encore cette politique de raisonnement d'achat par rapport au prix, mais achat par rapport à la performance, à la technologie ou à la durabilité des produits ou le recyclage des produits que vous allez y mettre, vous allez avoir une approche d'achat qui est complètement différente. Donc, maintenant, il faut l'intégrer parce que payer moins cher du matériel, on a cette vague en ce moment, je reste sur l'éclairage, d'éclairage LED pas cher, voire même à coût 0 ou 1 euro. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du bon matériel. C'est-à-dire qu'en fait, sur la durée de vie, il ne tiendra pas les 50 000 heures. Donc, c'est-à-dire que vous allez investir, vous avez l'impression de gagner de l'argent, mais vous allez en perdre très rapidement parce que vous n'aurez pas la performance associée. Dernière étape, une fois que vous avez tout mis en œuvre, votre plan d'action se met en place, vous avez des résultats qui commencent à arriver, il va falloir mesurer, il va falloir prendre le pouls de l'entreprise pour savoir si ça marche et si ça fonctionne bien. Alors quand vous traitez des gros volumes de consommation, quand vous allez commencer à parler en gigawattheure, ça va parler qu'au référent énergie.
En kilowattheure, ça va déjà être compliqué parce que le commun des mortels, en fait, ne s'intéresse pas spécialement au kilowattheure. Il est plutôt inquiet de son euro, de l'euro de sa facture. Donc ça veut dire que vous allez devoir quand même mesurer l'effet de vos actions de manière plus fine en rapportant ça à une activité. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance énergétique. Et pour faire simple, en fait, quand on consomme 1000 MWh de référence et puis on s'aperçoit qu'en fait, au bout d'un an, on a fait plus 10% de consommation. Là, on se dit, dommage, j'ai agi, j'ai fait plein de trucs. Oui, mais très naturellement, on va se poser la question, est-ce qu'il y a eu plus de production? Donc, on va créer de la pondération par rapport à ce qu'on a consommé. Ah ouais, j'ai fait plus de tracteurs. J'en ai fait 20% de plus. Donc, c'est normal que j'ai plus consommé. Mais par rapport à toutes les actions d'économie que j'ai engagées, qu'est-ce que ça a donné? En fait, je vais rapporter mon indicateur au tracteur produit et je m'aperçois qu'en fait, j'ai fait des économies d'énergie. C'est-à-dire que j'ai eu une croissance de production et en même temps, j'ai fait des économies d'énergie. Parce que si je n'avais rien fait, en fait, j'aurais eu une progression de 10% réelle et pour autant, je n'aurais pas plus produit. Donc, rapporter un indicateur, en fait, c'est que vous allez rapporter une finesse de lecture avec des pondérations qui vont vous permettre de dire oui, on a eu une croissance de consommation ou une croissance de coûts énergétiques parce que ça va aussi avec les euros. Par contre, on a fait une régression de consommation justement parce qu'on a été vigilant. Donc, c'est indispensable ces pondérations par rapport à la production, mais pondérations par rapport au climat, s'il a fait plus chaud, moins chaud. Vous allez aussi avoir ces variables-là qui vont vous influencer. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est important de les avoir. Et d'une année sur l'autre, vous allez venir comparer ces indicateurs pour voir si vraiment vous progressez. Et si vous progressez, ça veut dire que vous êtes dans un pilotage de votre transition qui est plutôt efficace et qui va vous permettre d'arriver à des objectifs hyper intéressants. Donc, perdez pas de vue de la finesse de lecture que vous allez aller chercher par les indicateurs. Et on en arrive à la dernière étape, l'amélioration continue. Et là, moi, je vous invite plus à aller rencontrer d'autres entreprises qui pratiquent la même chose que vous. Parce que c'est là que l'amélioration continue est la plus riche. C'est les expériences des uns qui vont nourrir les expériences des autres. Et ça, plus vous la pratiquez, plus vous croisez vos expériences avec les entreprises, d'autres entreprises de même gabarit ou en tout cas même engagement, je dirais même pas une question de gabarit mais d'engagement, vous allez voir qu'en fait tout de suite vous allez avoir des clés de lecture ou de l'anticipation par rapport à tel ou tel procédé que vous allez abandonner parce que en fait il y a eu une expérience négative, etc. Et vous allez gagner du temps, mais vous allez aussi gagner de l'argent. Donc une entreprise qui parle à une entreprise, il n'y a rien de plus efficace. Donc l'amélioration continue, nous on la prône avec ces échanges entre entreprises. Et plein de choses aussi qui existent. Alors moi je vous présente ce que Horace est capable de faire, mais il existe encore plein d'animations potentielles. Mais sur ces animations, vous avez différents formats d'animation qui peuvent vous permettre de nourrir vos projets, vous permettre de réfléchir à vos projets et la progression de vos projets. Donc profitez, consommez ces éléments-là. En fait, très souvent, ils sont aidés par les structures comme l'ADEME pour que ça puisse être accessible et digeste. Et donc, profitez-en. On a un événement sur lequel qui va arriver, hein, c'est le 6 novembre. Venez nombreux, on sera ravis de vous y accueillir. En fait, on va croiser l'IA à la consommation énergétique, à la décarbonation, et quel est le lien entre les deux et quelle influence peut avoir l'un sur l'autre. Hyper important, d'actualité, parce qu'en fait, on va toujours de plus en plus vite. Je vous parlais tout à l'heure d'Excel ou de logiciels de lecture de vos consommations. C'est déjà une partie d'IA, on fait du prédictif. Plus on a d'éléments ou de data de consommation, plus on est capable de faire du prédictif. Et l'IA va venir s'ajouter à ça. Donc plus vous allez vite, malheureusement, plus vous aurez besoin de ça. Donc venez ce 6 novembre, on sera ravis de vous accueillir. C'est la rencontre des réseaux chez Horace. Donc tous les réseaux se rencontrent à cet événement. Et c'est à Angers cette année. C'est un événement qui tourne sur la région Pays de la Loire. Pour terminer, en 2026, l'ADEME s'engage, et notamment avec Horace sur le volet industrie, dans un élément qui s'appelle Pacte Entreprise. Profitez-en. À partir de 2026, on pourra vous accompagner avec des niveaux de prédiagnostic, des niveaux de conseils techniques et technologiques qui seront pris en charge par l'action de l'ADEME et qui permettront d'avoir un coût total pris en charge et qui ne coûtera rien à l'entreprise. Donc profitez-en dans les conseils, dans l'information. On sera là en fait sur les Pays de la Loire à conseiller et à apporter aux entreprises tous les éléments. Pour terminer, des parcours. Structurez vos parcours. Si vous êtes accompagné, je vous présente les nôtres, mais il en existe plein. Et Hugo Tuiles sera aussi pour vous présenter tous les parcours qui existent sur l'énergie et la décarbonation, sur les démarches que vous pouvez engager. N'hésitez pas à vous faire accompagner de manière neutre et structurée. Plus vous êtes structuré dans votre démarche, plus c'est facile de s'organiser.
plus vous démarrez dans le flou, plus ça va durer. Et en fait, plus vous avez l'impression aussi de perdre du temps. Donc n'hésitez pas à profiter. Et puis du coup, Hugo vous expliquera tout ce qui existe. Et vous allez voir qu'en fait, c'est assez riche d'informations. J'en ai terminé. Je suis sur le stand juste par là et encore ici, si vous avez besoin des questions ou des besoins, je serai ravi d'y répondre. Merci.